messieurs, bonsoir. Invité, bonsoir. Et vous qui êtes ici présents, bonsoir à vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est ensemble jusqu'à la fin de cette émission, si tout va bien. Et donc, comme un lundi, numéro 21, bonsoir. 70 Virginis et 47 Ursis Majoris sont deux nouvelles planètes que l'on vient de découvrir et où les conditions d'environnement permettraient à des êtres d'évoluer. On le sait depuis le 18 janvier dernier. Aujourd'hui même, les scientifiques les plus sérieux admettent qu'il pourrait exister une vie ailleurs. Quelle forme cette vie a-t-elle? Qui sont ces peuples extraterrestres? Quel crédit peut-on accorder aux témoins qui se disent contactés par ces êtres étranges? Sont-ils nos amis? Sont-ils nos ennemis? Sont-ils déjà même parmi nous et nous gouvernent-ils déjà? C'est ce dont nous allons parler ce soir avec les scientifiques qui observent ces phénomènes depuis longtemps, mais aussi avec des gens qui ont vu, de leurs yeux vus, des choses et des êtres incroyables. Qui sont les humites alors en quelques mots, puisqu'on vient de voir la couverture de votre livre? Ce sont des auteurs d'origine inconnue qui, à partir de 1965-66, se sont mis à envoyer des flopées de documents à des tas de gens, à des Espagnols, et puis après, moi j'en ai reçu. Donc il y a des informations scientifiques. Et pourquoi s'appellent-ils les humites? Parce que le phonème de la planète dont ils prétendent être originaires s'appelle Oumo, c'est tout. Ça pourrait s'appeler Tartampion. Il s'appellerait les Tartampionides, ce qui serait évidemment moins crédible. Exactement. Ma question elle était la suivante. Ce que vous présentez comme typique du phénomène OVNI, c'est-à-dire ce mélange d'informations diverses, dont certaines seraient bonnes, me rappelle tout à fait ce qui se passe en rêve. Oui, c'est-à-dire où vous pouvez avoir des intuitions, des inspirations tout à fait pertinentes, qui pourraient être tout à fait des inspirations scientifiques, comme on peut avoir des inspirations d'un autre ordre, mélangées à un ensemble de choses. Je ne vois pas quel rapport il y a avec les ovnis. Ça pourrait venir des esprits, ça pourrait venir des muses, ça pourrait venir de l'inconscience, peu importe comment on le nomme, cette source d'inspiration. C'est peut-être aussi les petits gris qui jouent une farce en se faisant passer pour les humides. Pour le moment, sur les ovnis, on n'a pas encore abordé la question de savoir s'il y a des traces, s'il y a des preuves, s'il y a des dossiers solides. Je crois que je suis bonheur un petit peu comme tout le monde, qu'il se passe des choses. J'ai entre les mains des documents, justement, ça permettra de répondre à la question que vous me posez, en même temps de répondre à madame. J'ai entre les mains donc ce qu'on appelait la réunion du conseil scientifique du GEPAN. C'était donc observé dedans que par des scientifiques de très haut niveau. Et je voudrais que l'on m'explique comment il se fait que dans ces annales que j'ai là, ça n'a pas fait plaisir à M. Velasco que j'ai entre les mains, il y a quand même plusieurs cas qui sont catalogués totalement inexpliqués, des traces au sol. Alors expliquez-moi madame comment il se fait que par la force de l'esprit, on puisse quand même écraser la terre ou rendre un terrain radioactif ou tordre des arbres. Si vous arrivez à me le prouver, chapeau. Quand on discute, quand on considère un problème sérieux scientifique, on invite seulement des scientifiques qui travaillent dans ce domaine, dans cette branche. Or, pour l'ufologie, on considère tout à fait normal d'inviter n'importe qui. Vous parlez de qui? De qui parlez-vous? Des gens de son équipe. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Non. Pardon, je parle en général, si vous permettez. Pas ce soir. Non, pas là. Monsieur, je suis invité en tant que spécialiste des hallucinations. Mais pardon. C'est mon métier. Oui, une trace au sol n'est pas une hallucination. Si je n'ai pas dit que ça en était. J'ai été invité comme spécialiste. Il est quand même professeur en primatologie, ce qui est quand même Non mais ça rien. pour le moins un peu de recherche. D'accord. Esprit scientifique. Ce sont des débats. Donc être professeur en primatologie, ça n'a rien à voir. C'est très bien, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir, disons, par exemple, avec les travaux qu'on fait ailleurs, n'est-ce pas? Et vous êtes professeur de quoi, vous, rappelez-moi? Actuellement, donc, j'ai abandonné mon poste à l'université. Si vous lui posez une question, la question est correcte. Pourquoi? La question est correcte. J'ai abandonné mon poste à l'université. Puis j'ai été 6 mois directeur de recherche sur les ovnis et avec la désintégration du pays, j'ai dû abandonner ce poste parce que, comme vous voyez la situation un peu en Russie, donc... Entre l'instant où vous quittez votre fiancé et l'instant où vous êtes au lit, c'est la même heure. Non, pas ça, madame. Non, je crois que vous n'avez pas très bien compris. Vous pourriez commencer au départ. Attendez, ça paraît très important pour madame. Je vais la satisfaire. Non. On est en train de jouer à un petit jeu qui est le suivant, c'est qu'on donne en peinture aux sources psychologiques des témoignages qui évidemment n'apportent aucune preuve et donc on répond vous n'avez aucune preuve. Voilà. Vous êtes en train de dire qu'un témoignage n'est pas une preuve. Mais non, je dis que c'est les ordres Vous parlez en même temps parce que le téléspectateur n'entend rien quand vous parlez. Ce que je dis, c'est qu'on est en train de faire un exercice
qui est totalement insuffisant pour parler des ovnis. Il faudrait peut-être maintenant avancer sur... Ok, avançons sur les ovnis. Monsieur Bonnard, t'as quelque chose dans sa main. C'est pour moi la même discussion. Qu'avez-vous dans... Attendez, monsieur Bourdet, vous demandez des preuves, il en a une dans la main, paraît-il. Je voudrais la voir. Moi j'ai dit bien attention. Hein. Ça, c'est un morceau de métal qui a été récupéré par un monsieur sur un site présumé. Je dis bien, j'ai toujours écrit ceci partout. Présumé d'atterrissage d'ovnis, entre guillemets. Ne bougez pas trop la main, montrez-le comme ceci. Voilà. Cela se passait en 1964. Et donc, un monsieur qui se nomme Gérald Gâteau, qui n'a pas pu être là ce soir, donc a vu un engin partir devant lui. Attendez, je vais le montrer, moi, ce que vous... Je peux le toucher, c'est pas... Bien sûr, non, ça explose. Et là-dessus, donc, 3 semaines plus tard... On dirait un petit bout de météorite. Parce qu'il avait vu, mais vous avez fait faire des analyses, j'en ai fait faire aussi de mon côté. Oui. Et les analyses montrent, et c'est signé, et c'est écrit, donc, qu'il n'y a aucune hypothèse sur l'origine de ce matériau, et les analyses montrent des choses absolument incompréhensibles. Non pas extraterrestres, je dis bien. C'est faux, c'est faux. D'accord. On va voir ça après la pub, si vous voulez bien. La pub, immédiatement, on se retrouve tout de suite après avec ces résultats d'analyse, ce bout de métal tout à fait étonnant, la disparition des uns des autres, puis monsieur Monet aussi, qui avait l'air de vouloir dire absolument quelque chose à la vision de cette chose-là. À tout de suite, merci. Bien, nous voici de nouveau sur le studio de la Maison de la Radio pour cette fin d'émission donc sur les ovnis. On n'a pas présenté M. Blanc tout à l'heure. Il est président du cercle zététique. C'est un cercle qu'on connaît bien, de gens qui sont assez sceptiques et qui essayent de réfléchir. Plus que sceptiques, parce que de manière scientifique. Est-ce que je peux dire un mot? J'ai connu M. Blanc-Rue sur une conférence que j'ai donnée à Nancy. Oui, c'est vrai. Et dommage, on ne peut pas passer la vidéo actuellement. Ah, c'est dommage. Bien dommage d'ailleurs. Oui, c'est dommage. Ce monsieur est arrivé, a tellement fait le scandale qu'il a demandé aux gens de partir de la salle. Vous avez porté plainte, bien sûr. Tiens, comment vous le savez. Ah, vous êtes ennuyeux là. Et je vais dire une chose. Vous avez porté plainte ou pas? Je vais dire une chose. Vous avez porté plainte ou pas? C'est fait, oui. Quand? Mais je suis pas. Quel tribunal? 2 secondes. Ce que vous dites partout qu'on a des méthodes fascistes. À Cannes, vous êtes dans une conférence. Non, mais je vous pose une question précise, vous me répondez là, s'il vous plaît. Vous avez tout cassé à la porte des plaintes. Pardonnez-moi, on va parler de morceau de métal. C'est ça, c'est pas pour... On va parler en même temps, monsieur Blanc-Rue et après monsieur Hugonard. Ça ne nous intéresse pas. Non, mais d'accord, je peux quand même dire un mot si vous permettez. Quelque chose d'intéressant, monsieur, alors. Non, excusez-moi, il m'attaque, je suis bien obligé de dire qu'il y a une plainte. J'ai parlé de morceau de métal. Donc je vais dire un mot quand même sur le caillou. Je peux dire un mot sur le caillou, monsieur Petit, ou pas? Allez-y, on vous écoute. J'ai le droit, j'ai votre bénédiction, vous êtes gentil. Alors nous, en fait, effectivement, ce caillou a donc été expertisé, en particulier par le CNES, Centre Spatial de Toulouse. Oui. Alors voilà ce que dit ce rapport. Donc le rapport de poids se répartissant à 70% de fer, 26% de silicium, 3% de fluor. Donc un rapport de poids qui se situe très exactement dans celui qui a été détecté par la sonde. Donc cet élément montre qu'il s'agit bien d'une technologie terrestre parfaitement maîtrisée à l'époque de ses découvertes. Voilà. Signé Jean-Jacques Velasco. Alors j'ai ici les techniques de l'ingénieur. C'est pas une référence. Je vous signale que le musée d'histoire naturelle, qui est, je crois que c'est l'équipe de Christophe de Chavannes qui a fait faire les analyses, montre exactement les mêmes résultats. 70% de fer, 25% de silicium. Donc je vous montre, moi, j'ai les techniques de l'ingénieur ici, c'est une encyclopédie. Ça ne pourrait pas, 70% de fer et 25% de silicium, ça ne pourrait pas émaner d'un engin venu d'ailleurs. Alors moi je vais vous dire, en tout cas c'est très terrestre, c'est une technologie parfaitement maîtrisée. Il y a une chose, Monsieur Nart dit que ce n'est pas possible. Désolé, moi je dis que c'est tout à fait possible. Je vais dire un petit truc ensuite, moi je vais envoyer scientifique parce que je ne suis pas un scientifique, je fais moi non plus. Alors justement. Moi je lis simplement la technique de l'ingénieur. Ce morceau de métal. Je dis que ça c'est très connu, on en fait par année. 2 secondes. Le ferrosilicium, c'est 25% du total de la production mondiale de ferroalliage. On en fait 3,8 millions de tonnes par an. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'explique rien. Mais ça explique tout. En ce sens que ce morceau de métal, parce que là les analyses qui ont été faites ne sont pas totales. Je vais dire une chose. L'analyse qui a été faite par Gaz de France signale qu'il est cristallisé d'un côté. Cristallisé d'un côté, elles ont parlé dans ma presse. Cristallisé d'un côté, non cristallisé. Non cristallisé, ça ne veut rien dire en langage de métallurgisme. Mais non, ça veut rien dire. Nous on est un peu perdus là. Mais non, ça veut rien dire. Pour terminer, non cristallisé, ça ne veut rien dire. Spécialiste Christophe. Il faudrait le montrer. On a une demoiselle derrière vous, Laurent. Oui, j'essaie de vous la présenter. À moins que je ne me trompe, je ne suis pas scientifique, je prends le risque. À moins que je ne me trompe, quand on fait une coulée de métal dans un gradient, il y a donc une cristallisation qui va se faire obligatoirement. Même elle se fait naturellement dans le fer. D'accord ou pas d'accord? Oui. Bon, d'accord avec moi. Stéphanie Rossano est minéralogiste pour alors moi, figurez-vous que j'ai rencontré des gens qui travaillent à Gaz de France et d'autres personnes qui m'ont dit que pour arriver à travailler dans un morceau de métal pour créer une cristallisation et non-cristallisation sur le même morceau de métal, il faudrait que ce poids-là n'excède pas quelques grammes ou quelques microgrammes, étant donné qu'on ne peut pas maîtriser la coulée du métal.
Dixit ce qu'il se passe. Moi j'ai fait une parution. Moi je veux le rapport mais je termine ceci. En dehors de cela. Moi je mets en cause ce témoignage de cristallisation. Montrez-moi l'analyse scientifique qui montre que c'est cristallisé et non cristallisé. Moi j'ai tous mes documents ici, montrez les vôtres. Avant de venir faire le cire avec montrez les vôtres, vous ne les avez pas. Je termine simplement ceci. Moi j'ai mes documents, tout le monde peut les voir. Vous les vôtres, vous ne les avez pas. Si vous voulez crier, ils n'existent pas. Je dis que vos documents n'existent pas. Christophe, il faut dire quand même, Paul. On va passer à autre chose. Il faut prouver le contraire. S'il vous plaît, Paul. Il faut qu'il prouve le contraire. Quand nous avons reçu ce caillou... C'est important, ça vous demandait des preuves tout à l'heure. Voilà, monsieur dit que c'est une preuve, monsieur dit que ça n'est pas une. On va demander à la minéralogiste. Nous avons simplement demandé au laboratoire de monsieur Parodi, Giancarlo Parodi, qui est au laboratoire de minéralogie du musée d'histoire naturelle. On a donné cet échantillon, c'est le 24 janvier 96, et voilà, grosso modo, les résultats qu'on a... Non, c'est pas la demoiselle, les résultats. Non, bien sûr que non. Dommage. Stéphanie Russano est aussi minéralogue. Mademoiselle. Oui, donc l'analyse a été faite par monsieur Parodi, qui a fait un diagramme de diffraction au rayon X, et qui a trouvé du siliciure de fer. Donc c'est un métal qui est très stable, qui ne s'oxyde pas, donc c'est pour ça qu'il a cet aspect très brillant. Et c'est aussi un métal, donc pour comprendre un peu, je sais pas, à moins qu'il soit arrivé dans la soute d'un objet volant, je ne sais pas, je ne veux pas entrer dans ce débat. C'est un objet qui a une température de fusion assez basse et qui ne peut pas passer à travers l'atmosphère et arriver comme ça sur Terre. Donc ça peut même pas être un bout. Ça peut même pas être un bout de. Ça peut pas être. En tout cas, la soucoupe volante ne serait pas composée de ce matériel. Non, mais ce qu'il y a, c'est que sans arrêt vous rapportez ça une soucoupe volante. Je réponds. Non, mais moi. C'est ce soir. 1202. Je connais un petit peu les classiques entre 1202 et 1370 degrés. 2300 degrés. Excusez-moi, c'est le. Non, mais ça c'est du ferrosilicium 25. Ah, vous trompez, monsieur Bellard. 2300. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Je vais vous dire une chose. Vous savez que vous catalogue. Vous êtes un peu mégalo. Non mais écoutez, moi j'apporte des documents, mon vieux. Prostatulus stylobi et tertio. Mais ça c'est des insultes, ça. Mais voilà, un menteur. Et je termine. Je dis simplement qu'on est en train, nous des ufologues, il faudrait faire du journalisme et laisser le soin aux scientifiques de faire leur boulot. Monsieur Chourinov, est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des... Je vous dirais que toute la discussion m'étonne, franchement. Parce que... c'est pas étonnant d'être contredit, vous savez, dans votre spécialité. Vous savez, donc, de temps en temps, vous ne voulez pas que je généralise, et parfois on généralise, mais moi, je voudrais dire que, voilà, donc, j'ai écrit dans ce livre les choses incontestables. Je voudrais bien voir quelqu'un qui puisse contester les faits exposés ici. Je voudrais bien voir votre sourire. Oui, c'est vrai. Ça me ferait plaisir, voir votre sourire. Je ne demande que parce qu'ici, je parle de choses qu'on peut vérifier, contrôler. Un exemple, bien sûr, exemple. Donc il y a un chapitre armée et les ovnis. Donc il y a un avion, le tout dernier modèle, et en même temps on voit un ovni, l'avion disparaît, et jusqu'à présent on le cherche, et non pas quelques-uns. Et toute l'armée russe le cherche, ça devient parce que c'est vraiment important, ce qu'il y a dedans à l'intérieur. L'avion a disparu. Disparu, oui. Alors on a vu la marque... Quand était-ce? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Alors il y a un cas au-dessus de la Biélorussie, il y a un avion, heureusement ou malheureusement, le copilote est mon camarade d'école, alors il rencontre un ovni, et l'ovni le touche par un rayon, résultat, le commandant de bord est mort, mon camarade est infirme. C'est contrôlable, vérifiable, il y a un tas de documents. Je ne sais pas d'où ça vient, si vous voulez que ça vienne de quelque chose d'autre que des ovnis. C'est forcément extraterrestre. Qu'est-ce que vous pensez, moi je pense que quand les choses... les extraterrestres... Alors j'ai vu comment vous ne devez donner pas la parole à mon voisin, mais pas à moi, ça ne marche pas. Mais je demande une preuve. Je regrette, ça ne marche pas. Alors je continue pas, je demande une preuve. Monsieur, nous avons toute une en même temps. Alors on peut chanter à 2 à l'opéra, mais pas dans monsieur. Pas en même temps, madame, s'il vous plaît. C'est ça. Je vous prie. Alors continuez, alors, si vous voulez continuer. C'est ça. Oui. Donc là, dans ce cas de l'avion, de cet accident de l'avion, alors il Pourquoi y a la presse n'en a jamais fait part? Je vous dirais, il y a beaucoup de documents. Alors, mais vous dites, pourquoi vous pensez... Non, vous dites pourquoi vous associez cela à une force extraterrestre, n'est-ce pas? C'est ça. Très bien. Je n'associe rien à rien. Alors, mais moi je pense comme ça. Il y a un fait. Si ce fait n'est pas expliqué par les raisons terrestres, je voudrais bien que vous trouviez quelque chose pour expliquer cela scientifiquement. Êtes-vous certain? Et moi,
Et moi, êtes-vous certain que ce n'est pas explicable par non, des non, raisons terrestres? et moi, je peux attendre, parce que des cas comme ça, moi aussi, je peux attendre. on en a beaucoup des cas comme ça. Mais par la même occasion, Michel ici, Chevalet, vous avez déjà entendu parler de ce cas? Moi, j'ai étudié un cas. Je peux vous montrer en quelques mots comment l'information est autocensurée. Ça s'est passé l'été dernier. Voilà un rapport ici. C'est le rapport du Congrès américain qui a étudié pendant 1 an et demi l'affaire de Roswell. Ce rapport, il est très bref, mais il y a une phrase où ils expriment une opinion. C'est le débat sur ce qui s'est écrasé à Roswell continue. En 47. Voilà, ça a été publié fin juillet. Alors, dès le 10 août, premier article en France, dans Libération, une commission du Congrès met un coup d'arrêt à une vieille rumeur. Hein, le titre, c'est « L'armée US dégonfle ses ovnis », où on explique que le Congrès américain, il a accepté l'explication des ballons. Ça a été repris ensuite dans toute la presse. À l'époque, on a dit... C'était l'été dernier, ça. Oui, c'est ça. On a dit que l'affaire de Roswell, que les Américains, que le gouvernement, enfin, ou l'armée, ce que vous voulez, américaine, disait que c'était pas un ovni qui s'était écrasé, mais un ballon sonde. Hein. Voilà. Mais après ça, l'armée, pressée par l'enquête du Congrès, a fait une nouvelle version. C'était pas un ballon, c'était une grappe de ballon. Mais plutôt que de nous lire l'introduction, est-ce que vous pourriez nous lire la conclusion de ce rapport? Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion, monsieur. Tenez, vous l'avez lu? Bien sûr, j'ai lu. Non, mais vous pourriez lire l'essence du rapport. Vous pourriez nous la résumer. Mais quelle est l'essence du rapport? L'essence du rapport, c'est qu'ils confirment, premièrement, que toutes les agences officielles à laquelle ils ont demandé est-ce qu'il y a un ovni qui s'est écrasé à Roswell, ont dit non, on n'est pas au courant. C'est toutes les lettres en annexe, on va pas très loin avec ça. Et deuxièmement, plus intéressant, il y a eu beaucoup d'archives de détruites. Je m'empresse d'ajouter, avant que quelqu'un d'autre le dise à ma place, que le chef archiviste d'un des grands organismes d'archives a dit oui, mais il y en avait d'autres ailleurs, il y avait beaucoup de trous comme ça. Mais ce rapport ne conclut ni pour ni contre, on est bien d'accord. Ce rapport a refusé l'explication d'admettre contre... Non, mais écoutez-moi une seconde. Que c'était ballon sonde, toute la presse relate. Tout est faux dans la presse, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je sais que c'est pas de votre faute. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que nous ne sommes pas contre l'existence a priori des extraterrestres. Non, mais vous n'êtes pas... C'est pas ça. Vous n'en donnez pas l'impression. Le postulat est nihiliste dès le départ chez vous. Mais non, je suis pas un scientifique. Vous êtes le seul scientifique agréé par la commission supérieure humide. Soyons tous prudents dans nos déclarations en tout cas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Bonne nuit à tous, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Sortez couverts. Bye bye. Au revoir, merci beaucoup.